Bonjour à tous, bienvenue à ce workshop donc sur le rapprochement de l'hôpital et du citoyen et comment finalement la Smart City peut aider à relever ce défi. Alors avant de démarrer, quelques petites explications techniques. Donc on va être trois intervenants à présenter des différentes informations sur le sujet. Ce que je vais vous proposer, c'est durant ces présentations, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez directement les mettre dans le chat. Et donc vous le trouverez en fait quand vous voyez votre écran en bas à droite, il y a des petites flèches mauves. Si vous cliquez dessus, vous accédez en fait à la partie chat. Voilà, comme ici, comme mon collègue Julio vient de le faire. Donc pendant les présentations, pardon, vous pouvez mettre vos commentaires et vos questions qu'on adressera à la fin. Et de toute façon, après, on vous laissera intervenir directement. Donc on rallumera en fait vos micros si vous voulez intervenir en direct. Alors, on va commencer. Et donc, comme je l'ai dit, on va être trois intervenants aujourd'hui. Donc, il y aura Antoine Gruselin, qui est Project Manager Officer au CHR de la Citadelle. Et il y a également mon collègue Julio Diamkenda, qui à la fois travaille pour le WELL, mais également pour le Smart City Institute, qui organise cette conférence dans son ensemble. Et enfin, moi-même, donc Lara Vigneron, qui suis coordinatrice du WELL. Alors, avant de rentrer directement dans le vif du sujet, on voulait un petit peu adresser le contexte en fait de cette thématique et pour ça finalement mettre en évidence et un peu parler finalement des défis de l'hôpital de demain. Alors bien sûr, l'hôpital de demain et l'hôpital même d'aujourd'hui, ils doivent rencontrer ces hôpitaux énormément de défis, mais ce qu'on a voulu adresser plus particulièrement, c'est les défis qui peuvent être d'une manière ou d'une autre en lien avec la Smart City. Alors, ces défis, on les a finalement regroupés en trois grandes catégories. La première catégorie, c'est finalement comme défi de l'hôpital de demain, un hôpital qui doit sortir de ses murs. Donc, un des modèles en fait qu'on voit de plus en plus apparaître, entre autres dans la littérature, c'est finalement un hôpital qui n'est pas complètement centralisé, comme on voit beaucoup pour le moment, mais plutôt un hôpital qui se concentrerait sur tout ce qui est aigu, les urgences par exemple, la chirurgie, et où finalement il pourrait y avoir une sortie des autres services grâce à un maillage sur le territoire et un maillage optimisé pour finalement permettre aux citoyens d'accéder beaucoup plus facilement à l'offre de soins. Donc, on imagine finalement un hôpital plus petit et des antennes sur tout le territoire. La deuxième chose que l'hôpital va devoir adresser, c'est tout ce qui est hospitalisation à domicile. Donc, c'est une demande à la fois des patients et d'un point de vue économique, c'est également intéressant de pouvoir faire en sorte de pouvoir faciliter finalement l'hospitalisation ambulatoire. Et ça signifie aussi permettre finalement aux professionnels de santé, que ce soit les professionnels de l'hôpital, mais également d'autres professionnels comme tout ce qui est aide et soins à domicile, d'accéder plus facilement au domicile du patient et de faire un meilleur suivi, ou en tout cas un suivi plus facile du patient dans cette configuration. Le troisième défi, c'est l'accessibilité. Donc, elle est pour le moment principalement présentielle. On a vu par la crise du coronavirus à quel point finalement l'accessibilité virtuelle pouvait être importante, mais pouvait être aussi efficace pour le suivi des patients. Et donc ça va être évidemment un défi de l'hôpital de pouvoir mettre ça en place de manière beaucoup plus régulière et finalement de mettre en place ces changements pratiques qu'on a vu apparaître de manière importante dans le cadre de la gestion de crise du coronavirus. Et enfin, un hôpital qui sort de ses murs, c'est aussi un hôpital qui élargit ses compétences. C'est vrai que à l'heure actuelle, et c'est bien normal, donc l'hôpital se concentre principalement sur les soins, mais on peut imaginer un hôpital qui va être beaucoup plus actif sur les parties en amont et donc vraiment faire tout ce qui est programme de prévention par rapport aux patients et aux citoyens, mais aussi en aval et être beaucoup plus connecté avec toutes les structures de réhabilitation et de revalidation. Alors ça, c'était donc la première grande catégorie. La deuxième, c'est un hôpital qui ouvre ses portes.
On sait que de pouvoir finalement envisager, en particulier pour les patients qui se retrouvent à l'intérieur de l'hôpital, hospitalisés par exemple, d'envisager l'hôpital comme un lieu de vie où le patient, voire les professionnels vont bénéficier aussi de services, on va dire, comme à la maison. Et donc ça signifie finalement s'ouvrir à de nouveaux acteurs, donc mettre en place des collaborations avec des acteurs auxquels l'hôpital n'a pas l'habitude finalement d'être confronté et de collaborer avec. Et enfin, la troisième grande catégorie au niveau des défis de l'hôpital de demain, c'est un hôpital qui devient encore plus smart. Et donc ça va signifier finalement aller encore beaucoup plus loin dans les échanges de données et en particulier les échanges de données avec éventuellement les antennes qui pourraient être mises en place sur tout le territoire, mais également des échanges de données en direct avec le patient et pourquoi pas le domicile du patient via tout ce qui est capteur, télémonitoring, télémédecine. Ça signifie également la mise en place, la mise en œuvre de nouveaux services digitaux pour le suivi des patients, mais également pour la prévention. Donc là, on pense par exemple à tout ce qui est application mobile et de nouveau tous les services de télémonitoring avec les alertes, etc., et les maladies chroniques. Et enfin, on peut également envisager de nouveaux métiers en fait pour l'hôpital, puisque il va accéder beaucoup plus facilement à de nouvelles données et finalement accéder à ces données et pouvoir les analyser de manière intelligente. C'est par exemple pouvoir mieux suivre certains patients, mais aussi pouvoir suivre une population dans son ensemble et anticiper par exemple des actions que l'hôpital pourrait prendre. Donc ça, voilà, c'est en gros les défis qu'on a repérés. Alors, c'est vraiment pas les seuls, mais qui pourraient, d'une manière ou d'une autre, avoir un lien avec la Smart City. Et finalement, de pouvoir, ce qui est intéressant dans cette thématique, c'est de voir dans quelle mesure ça va être quoi la porte d'entrée de l'hôpital de demain vers la Smart City. Et là, on peut facilement faire le lien avec les 6 dimensions qui sont généralement représentées sous cette forme de la Smart City. Et c'est ce qui est adressé ici. Donc, la thématique, finalement, comment la Smart City peut soutenir l'hôpital qui va se rapprocher du citoyen. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'elle peut mettre en œuvre la Smart City pour l'hôpital? C'est de l'aider finalement à définir ce maillage territorial et donc de définir où sont les lieux qui font le plus de sens au niveau de la ville pour par exemple mettre des antennes. Et donc là, c'est vraiment une aide à la localisation, on va dire, territoriale des endroits les plus adaptés finalement pour que le patient puisse avoir la meilleure offre de soins ou de prévention ou de revalidation possible. Et donc là, on est plutôt dans la dimension qualité de vie de la Smart City. Un autre point où la Smart City peut soutenir l'hôpital, c'est en termes d'accessibilité. Et donc, que ce soit au niveau de l'hôpital tel qu'il est maintenant, donc assez centralisé, ou des différentes antennes, c'est finalement mettre en place, s'assurer qu'il y a les bonnes infrastructures, par exemple routières, mais aussi de transport, et donc toute la thématique mobilité. Et mobilité au sens large pour adresser un maximum de population et donc pour faciliter finalement le lien et la mobilité du patient vers l'hôpital et ses antennes. Si on reprend la thématique hospitalisation à domicile et de manière plus générale, en fait, tout ce qui est autonomie des personnes fragilisées à leur domicile, c'est permettre aussi une accessibilité beaucoup plus grande, beaucoup plus aisée des professionnels de l'hôpital, mais de manière générale, en fait, de tous les professionnels de santé vers le domicile du patient et vers les antennes. Quand on pense au domicile du patient, on sait par exemple que tous les professionnels liés aux aides et soins à domicile peuvent parfois éprouver des difficultés à simplement se garer en fait près des patients, près du domicile des patients. Et donc on peut imaginer toujours dans la dimension de mobilité et infrastructure que la Smart City puisse vraiment aider à cette facilitation en fait d'accessibilité des professionnels vers les patients. Un quatrième point où la Smart City peut aider, c'est évidemment dans les échanges digitaux et donc permettre finalement à la fois en termes de gouvernance et d'infrastructure la possibilité
la faisabilité d'un hôpital d'échanger les données avec ses antennes et également avec le patient, et donc de permettre beaucoup plus ces échanges en temps réel. Avant-dernier point, c'est l'accessibilité du digital par les patients. Donc là, ça adresse évidemment toute la thématique de la fracture numérique, qui est une des thématiques de la Smart City dans la dimension plus société people. Et donc, c'est de pouvoir en fait mettre en œuvre des programmes qui réduisent la fracture numérique de la population, des différents citoyens, non seulement en termes d'accessibilité par rapport au numérique, mais également toute la thématique aussi de la littératie, alors en santé bien évidemment, mais aussi la littératie technologique. Et donc de permettre, même si le patient ou le citoyen a accès à tout ce qui est smartphone, c'est de pouvoir en fait utiliser correctement, par exemple, des services de télémédecine ou de suivi, donc de télémonitoring, pour aider par exemple à la prise en charge de ces maladies chroniques. Et enfin, le dernier point, c'est évidemment l'accès à l'écosystème de la ville et à tous les acteurs qui font la ville. Si on pense aux services en fait que l'hôpital pourrait fournir, donc des services qu'on a appelés comme à la maison, c'est que la ville finalement puisse vraiment faire le lien entre les acteurs qui composent ce territoire et l'hôpital, et faciliter en fait la collaboration entre les deux. Alors évidemment, si la ville peut soutenir l'hôpital, l'inverse est également vrai. Donc l'hôpital peut également soutenir l'évolution de la Smart City. Évidemment, c'est en permettant à la ville d'offrir une offre de soins et de prévention, de revalidation de qualité, et de faire en sorte que cette offre soit accessible à la population. C'est également un point très important ici qu'on adressera à la fin de cette présentation, de faire en sorte que l'hôpital, finalement, dans sa réflexion sur ces nouveaux services qu'il souhaite fournir à la population et à ses patients, c'est que l'hôpital doit être attentif aux inégalités d'accessibilité en fait de ces services. On peut imaginer dans l'idée évidemment que l'hôpital va devenir de plus en plus smart, que lorsqu'il va fournir des services avec une dimension plus technologique, plus digitale, que l'hôpital puisse faire attention finalement à ce que ces services puissent être traduits d'une manière ou d'une autre vers des populations qui auraient moins accès en fait à ce type de service. Et non, là qu'on est plus dans la thématique d'inégalité, d'accessibilité et d'inégalité en santé. Troisième point, l'hôpital évidemment un acteur très très important, simplement par exemple en termes d'employeurs au niveau de la ville. Et donc, au travers finalement des emplois directs, mais également donc tout le personnel hospitalier, mais également des emplois indirects au travers des services que l'hôpital fournit. L'hôpital en lui-même est un écosystème économique important pour la ville, et donc qui peut soutenir la Smart City. Et enfin, les villes en fait sont engagées dans tout ce qui est objectif de développement durable, et à nouveau en fait en tant que on va dire acteur important de la ville, l'hôpital peut fortement en fait contribuer à l'engagement de la ville par rapport à ces objectifs de développement durable, et avoir des actions très très concrètes qui vont soutenir d'une manière ou d'une autre cet engagement. Alors, on va maintenant je vais passer la parole à Antoine Gruselin de la Citadelle, qui va en fait vous montrer quelques exemples très concrets où finalement l'hôpital de la Citadelle travaille main dans la main avec la ville sur cette thématique Smart City pour donc rapprocher vraiment l'hôpital du citoyen. Donc Antoine, je vais te passer la main maintenant, en espérant qu'elle nous entende. Merci. Merci Lara. Bonjour à toutes et tous. Donc effectivement, pour ceux, je pense que la plupart connaissent quand même l'hôpital de la Citadelle. C'est
C'est le dernier hôpital urbain de Liège, si on se compare vraiment au centre-ville, puisqu'on a 3 minutes du centre-ville à pied, et l'hôpital, c'est 3500 collaborateurs, 500 médecins, et c'est, quand tout va bien, ça veut dire en période de non-Covid, c'est 10 000 passages quotidiens dans le hall d'entrée. Donc c'est vraiment un écosystème, il y a plus de 200 métiers qui sont représentés, et on y parle 35 langues, donc ça veut dire qu'on est véritablement une ville dans la ville. Alors, comme n'importe quelle entreprise, il est toujours bon de travailler avec ce qui nous entoure, le cas échéant ici la ville, les citoyens, voire même l'écosystème économique et social. Donc, ce qui est vraiment important, c'est la transversalité par rapport à tout ça. Les soins de santé, ce sont des métiers évidemment à part, mais il est vraiment très, très important que l'hôpital soit connecté au monde réel. Alors, quand on a commencé à réfléchir avec Lara et Julio sur ce workshop, c'était avant la crise, avant le Covid, et donc finalement, on a adapté le discours tout simplement parce que beaucoup de choses se sont déroulées, se sont faites pendant cette crise et ont bouleversé les codes. Donc je pense que ad mediatus, c'est toujours d'une faiblesse une opportunité et cette crise l'a bien démontré. La première chose en fait que je vais peut-être rapidement développer, c'est toute l'innovation qui a permis cette crise. Je dis bien permis parce que sans doute que si la crise n'avait pas eu lieu, on n'aurait peut-être pas été aussi vite dans le développement de projets. La crise, paradoxalement, a fait tomber des barrières, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient humaines, qu'elles soient communicationnelles. On a accéléré le tempo puisqu'on était face à quelque chose d'inconnu et il fallait réagir très vite. Alors, quelques exemples pour bien montrer finalement comment on se connecte finalement avec le monde extérieur. Un des premiers problèmes qui est rapidement arrivé, c'était on a beaucoup parlé de pénurie d'équipements personnels, donc les masques, les surblouses, les casques, les gants. Et donc, un des problèmes était qu'on utilisait énormément ce matériel, encore plus à la première vague qu'à la deuxième. Donc, une des solutions qu'on a réfléchi très vite, ça a été les médecins et les infirmiers qui rentrent dans une salle Covid, dans une chambre, tout simplement Covid, même pour simplement aller voir si la personne va bien ou lui poser une seule question, donc rester 5-10 secondes dans cette chambre, supposer qu'il devait s'habiller entièrement en cosmonaute pour caricaturer. Et donc la question à moi était de dire, mais est-ce qu'on ne peut pas dialoguer avec le patient différemment? Alors on sait, il y a des chambres qui sont pourvues de téléphone, maintenant les hôpitaux ont leur âge, et donc les chambres ne sont pas pourvues de moyens de communication interpersonnels. Et donc là, on a lancé très rapidement le sujet en équipe transversale, mais aussi avec des entreprises, des startups, en disant, mais comment est-ce qu'on peut faire? Alors, je vais vous passer très rapidement, mais donc on a réfléchi au talkie-walkie, on a réfléchi au babyphone, on a réfléchi à finalement creuser des fenêtres dans ces portes où il n'y en avait pas. Et donc tout ça a été de l'innovation accélérée pour arriver à créer une communication interpersonnelle qui évitait simplement au personnel hospitalier de rentrer dans la chambre pour 5 ou 10 secondes. Et donc c'est quelque chose qui a bien fonctionné. On a fait appel à l'écosystème de start-up, notamment pour créer parfois des tests, des protos en imprimante 3D par exemple, qui nous permettaient de tester des choses. Voilà. Sans doute que si la crise n'avait pas eu lieu, on n'aurait peut-être jamais pensé à ça, et parce que simplement ça ne faisait pas partie de notre quotidien, et sans doute qu'on n'aurait peut-être pas été aussi vite. Alors, vous avez tous entendu parler, je pense, des fameux masques d'une grande chaîne sportive qui est située sur les hauteurs de Liège. Et donc, ces masques de plongée qui permettaient aussi normalement d'aider. Je rappelle, en mars, on est complètement dans l'inconnu par rapport à ce virus, et donc on teste un peu tout. Eh bien, nous avons effectivement travaillé très vite en partenariat avec Decathlon, pour ne pas les citer, pour être pourvus en masques de plongée pour pouvoir les tester. Alors après, les belles idées, en tout cas logistiques, vont parfois se fracasser contre la réalité sanitaire. Et donc, ces masques ont finalement été très peu utilisés parce qu'il y avait vraiment en tout cas 2 écoles au niveau des médecins. Là, je ne parle pas de la citadelle, évidemment, je parle de l'ensemble du corps médical. Et donc, on n'était pas sûr, de nouveau, on est au mois de mars, on n'a pas du tout les connaissances qu'on a aujourd'hui. Mais ça, c'était vraiment de l'innovation avec chaque fois des soutiens d'extérieur. Les visites étant interdites, il a fallu se dire comment peut-on essayer de décloisonner l'isolement,
des patients, qu'ils soient Covid ou non Covid. À l'époque, nous en avions encore 500 plus ou moins dans l'hôpital, puisqu'ils ne pouvaient plus voir leurs proches, et c'était vraiment c'était important pour les gens. Et donc, on a mis en place cette conciergerie qui permettait aux gens de venir simplement déposer des colis et puis qui était livrés par nos propres équipes 24 heures après le déconfinement. Ça a permis simplement que les gens aient un contact, certes indirect, mais avec les patients. Alors, cette conciergerie a fait bien plus. Et donc là, je reviens sur le thématique de la relation avec la ville. Une équipe qu'on a appelée les concierges a réfléchi à tout ce qu'on pouvait mettre en place pour aider notamment le personnel soignant qui était complètement sous pression, qui n'avait plus de vie privée. Et donc, c'est assez simple à savoir, c'est se dire, bon, ben, c'est faire ses courses, c'est faire son repassage, tout ça, à un moment, est complètement chamboulé. Alors, sur la thématique des courses, par exemple, c'est assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte que ben, on était au début, en mars, mais le click and go n'était quand même pas beaucoup répandu, et encore moins dans les commerces locaux, puisqu'on sait que les petits commerces ont dû pour employer le terme à la vôtre, réinventer, puisqu'ils ne proposaient pas ça à l'époque. Et donc, on a pris contact et on a noué des partenariats avec différents commerces locaux pour simplement travailler sur un click and go de fortune. Et donc, ce qui permettait en fait à nos personnels en fait, de commander entre guillemets en ligne des courses et que les commerçants venaient alors livrer à l'hôpital, ce qui évitait évidemment de devoir encore passer du temps privé à aller faire des courses alors qu'on ne l'avait même plus puisque la plupart des gens n'ont pas pris de vacances, ont resté des heures pas possibles à l'hôpital pour sortir de cette crise. Le repassage, c'est quelque chose qui est arrivé sur la deuxième vague. Sur le même principe, on a des entreprises locales qui nous ont dit, bon, ben, nous, on va un peu aider le personnel soignant. Ben, voilà, on repasse et donc, on va mettre en place un système qu'on a mis en novembre et en décembre qui permet, en fait, au personnel d'aller dans ces commerces, entre guillemets, qui s'occupent du repassage pour s'occuper de leur manne. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières, mais chaque minute que vous gagnez à économiser, en tout cas, sur votre vie privée, alors que vous êtes déjà tellement à l'hôpital, je peux vous dire que les gens sont très heureux de ces initiatives. Là, de nouveau, l'hôpital ne tourne pas en vase clos. On avait besoin des partenaires extérieurs et ceux-là ont vraiment répondu présent aussi par rapport au nombre invraisemblable de dons. On a eu énormément de dons, notamment sur la première vague. Alors, on passe très rapidement à tout ce qui est alimentaire, les restaurants qui nous ont fournis. Il faut savoir que, donc, je le disais en prélude, la Citadelle, c'est quand même 4000 personnes qui y travaillent. Et on a des restaurants qui nous ont amené mais des centaines et des centaines de repas préparés. Et là, on les remercie encore aujourd'hui parce que ça a aidé. Et surtout, cette solidarité et ce côté que j'aime toujours mettre en avant quand je vais voir des projets à l'étranger, je dis la solidarité et la convivialité liégeoise n'est vraiment pas un vain mot, et parfois on est tellement dedans qu'on l'oublie, mais ça montre à quel point les gens étaient chaleureux et avaient envie de nous aider. Alors bon, j'espère que c'est ailleurs aussi en Belgique, mais bon, voilà, moi je connais bien Liège, je sais que ça fait partie de notre ADN. Donc voilà une série d'innovations qui ont été permis rapidement grâce à la crise, mais aussi avec vraiment beaucoup de partenariats extérieurs qu'on a pu découvrir en ville. Cette crise a aussi, de nouveau, c'était pas fait pour ça, mais on a accéléré énormément l'utilisation du big data et donc de l'analyse des données. Alors on a une chance énorme à la Citadelle de Liège, c'est d'avoir un responsable business intelligence qui fait que ça, qui est dans les chiffres toute la journée. Voilà. Moi, je le mets à rude épreuve, ce garçon, et je le remercie. Il s'appelle Alexandre Vanegro. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout, par contre, ça, peut-être dans l'ADN de l'hôpital, de se dire, mais on va aller chercher les statistiques et on va les utiliser. Alors, la crise a accéléré. Pourquoi? Mais on se doute bien que c'est d'ailleurs pas un reproche, mais c'est un constat que moi j'ai fait, puisque j'ai également les relations presse dans mes attributions, c'est que pendant ces crises, on a beaucoup parlé courbes, on a beaucoup parlé chiffres, on a beaucoup parlé statistiques. Donc, bien plus finalement que des hommes, des femmes, des réalités. Mais voilà, le monde est ainsi fait, on parle beaucoup, on aime les chiffres et il faut les diffuser. Donc, on a beaucoup travaillé sur les chiffres, alors vous les avez tous vus passer, c'est-à-dire le nombre d'hospitalisés, le nombre de décès, l'âge moyen, tout ça on connaît. Et nous, évidemment, ça nous aide dans notre quotidien, mais surtout se projeter en disant, bon,
on se doute bien que ce sera la dernière pandémie. Ce sera pas la dernière pandémie, et donc comment l'hôpital de demain doit se réinventer pour pouvoir faire face à ça. Les stats, les projections nous aident à comprendre vers quoi on doit avancer. Lara le disait en introduction, cette idée d'hôpital ambulant, c'est-à-dire l'hôpital qui n'est plus à l'hôpital, mais soit chez les gens, soit dans des centres, etc., va évidemment faire évoluer notre réflexion, sachant que une des craintes qu'on avait et qui s'est vérifiée, c'est que beaucoup de gens n'ont plus voulu venir à l'hôpital parce qu'ils pensaient que le Covid y était fortement présent. Il était présent dans les patients, mais pas effectivement à l'hôpital même. Mais tout ça nous fait réfléchir en disant, s'il y a d'autres pandémies, comment est-ce qu'on va gérer ce flux, comment est-ce qu'on va pouvoir rassurer les gens pour qu'ils viennent quand même à l'hôpital, même s'il y a des infections. L'hôpital est sans doute l'endroit le plus safe, en tout cas dans une crise comme ici. Alors ces datas nous ont aidés et ont aidé la ville. Pourquoi? Par exemple, c'est grâce à cette analyse, quelque chose qu'on ne faisait pas avant, qu'on a par exemple pu à un moment déceler des clusters dans des quartiers. C'est quelque chose d'hyper important, c'est qu'à un moment, on sait que quand vous avez un mini-cluster qui se développe quelque part, bon, il va exploser. Ça, c'est prouvé. Et donc, grâce à l'analyse des données, de manière anonymisée, donc je rassure tous les spécialistes du GDPR, c'est-à-dire, il y a certains quartiers de Liège. Alors, pourquoi Liège et pourquoi les quartiers? C'est très facile à comprendre. C'est des quartiers qui sont denses, ce sont des quartiers qui sont culturellement actifs, et donc tout ça faisait que la propagation du virus y était beaucoup plus rapide. Alors, ça nous a permis, nous, à un moment, de déceler en disant « warning, il y a un problème ». Là, on est en train d'avoir une succession de cas qui sont inquiétantes, et donc rapport direct avec la ville de Liège, et de la ville de Liège qui permettait alors d'envoyer des stewards de manière tout à fait globale dans le quartier pour rappeler là-bas les gestes barrières, par exemple, et ça a vraiment permis à un moment de dégonfler ces clusters, chose qu'on n'aurait sans doute pas fait. On aurait couru un peu comme une poule sans tête en criant partout, ce qu'on continue à faire malheureusement parce qu'on doit le faire, mais à tout le monde, attention, portez le masque, attention, ceci, attention, faites-vous vacciner, mais sans finalement aller là où peut-être il fallait que ça fasse mal et au moment où on devait piquer. Et donc l'analyse du Big Data nous a permis ça. Alors tout ça de nouveau, la crise a accéléré le processus de ça, mais on utilisait déjà les données pour bien d'autres choses. Et un exemple très concret sur l'hôpital dans la ville, c'est qu'on était dans un projet pilote qui a malheureusement été gelé depuis 9 mois maintenant avec les techs, puisqu'il y a 3 lignes de bus qui viennent au CHR à Citadelle. Vous savez qu'actuellement, les bus commencent à être connectés, c'est-à-dire avoir une puce et donc on peut voir où ils sont, mais c'est pas pour partout et surtout, on n'a pas les données en temps réel. Or, ces données existent. Et donc, l'idée qu'on avait au projet pilote avec les techs, c'est pouvoir avoir un écran au niveau de la Citadelle, pouvoir dire aux gens l'horaire réel des bus. C'est-à-dire, le bus horaire fictif, il doit venir à 10h40. Peut-être qu'il y a des problèmes rue de camping, et donc il arrivera à 10h44. Pourquoi c'est important pour nous? C'est un service qu'on rend évidemment au client, c'est-à-dire le client, c'est le patient, c'est le visiteur, c'est aussi le personnel, mais c'était aussi, par exemple, dire aux gens, on va éviter que vous restiez dehors dans le froid, puisque de toute façon, votre bus n'arrivera que dans 5 minutes. Ça, c'est uniquement des analyses de données qui vont nous permettre d'avancer là-dessus et de créer vraiment un smart hôpital. Ça veut bien dire que le smart hôpital n'est pas que dans les soins de santé, que dans le médical, il y a aussi tout le non médical qui est fort important. Ces données va aussi permettre, je pense qu'ici on est tous des convaincus qu'il faut travailler de manière transversale, mais ça va permettre que des équipes qui ne se connaissaient pas réellement travaillent ensemble. Par exemple, on est en train d'analyser les données des 2 vagues avec des médecins. Alors c'est important parce que les chiffres ne disent pas toujours la réalité. On disait toujours que il n'y a pas toujours des panneaux indicateurs partout dans ce monde, et s'il y en a, la réalité qu'ils décrivent n'est pas nécessairement celle qui se trouve derrière. Les chiffres, c'est la même chose. On peut avoir des chiffres. Alors, par exemple, je vais vous étonner. On a analysé en disant que cette deuxième vague, vous avez tous vu qu'on a été tous au bord de l'implosion dans les hôpitaux. On a eu ici à Citadelle 170 patients Covid à un moment, en même temps à l'hôpital. 170. Première vague, on en avait eu 112. Donc tout le monde va dire que la deuxième vague est bien plus grande que la première. Or, si on analyse les chiffres, on se rend compte qu'en fait, on a eu moins de patients globalement sur la vague au total.
L'analyse a permis de le faire. Ça veut dire quoi? Ben, ce sont les durées de séjour qui ont été différentes. Ça veut dire qu'on a pu mieux prendre en charge. Mais voilà, si on prend la réalité brute, c'est 170, 112, ou la deuxième vague a été plus importante. Ça dépend comment on se place. Donc tout ça, on doit l'analyser. Et évidemment, là, ce sont les médecins qui rentrent en jeu et qui vont pouvoir analyser ces données. Et donc, finalement, le data scientist va travailler avec les médecins et permettre finalement une équipe pluridisciplinaire de voir le jour. Donc ça, c'est évidemment très important quand vous avez un hôpital comme nous où il y a 200 métiers qui se côtoient tous les jours sans nécessairement évidemment travailler ensemble. Troisième exemple, de nouveau, ben voilà, c'est une photo de l'équipe du CHR à Citadel qui a participé à un hackathon. C'était juste avant, donc c'était 48 heures avant le début, entre guillemets, la fermeture de l'hôpital et vraiment le début de la crise aiguë en mars. On a participé à un hackathon pendant tout un week-end. C'est une équipe de bénévoles, puisque disant, ben, nous on a fait un appel en disant, est-ce qu'on n'inscrirait pas une équipe avec un projet data à un hackathon qui est technologique, et donc à la base c'est pas du tout de nouveau le core business d'un hôpital. J'ai eu dans cette équipe, j'ai eu des infirmiers, j'ai eu des administratifs, j'ai eu des informaticiens. Donc on a vraiment une équipe pluridisciplinaire de nouveau qui ne se connaissait pas. Ils ont travaillé pendant tout un week-end au Sartillement dans ce hackathon, et voilà. Et en plus ils ont décroché le grand prix Citizen of Wallonia avec une application qui permet en fait l'idée en tout cas, c'est de pouvoir prendre en charge dès l'arrivée au parking des personnes à mobilité réduite ou à spécificité. Spécificité, c'est par exemple les femmes enceintes, c'est par exemple les personnes âgées qui ne savent plus marcher toutes seules, etc., etc. Donc l'application devrait permettre d'aider ça. Bon, de nouveau, la crise est un peu gelée. Mais partant de ça, cette idée de développer une application MyCHR, c'est important. Parce que, je reviens encore à la crise, on s'est dit, mais tiens, cette application pourrait nous aider à autre chose. Par exemple, quelque chose d'important était de dire, pendant cette crise, que vous veniez en consultation, si vous vous retrouvez avec 10 personnes dans la salle d'attente en consultation, vous allez nous dire, là, je suis pas en sécurité, je m'en vais. Donc, une des idées qu'on aurait voulu développer, qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire, mais c'était de dire, bon, ben, on va avoir une application qui vous permettra de rester dans votre voiture, bien au chaud, et lorsque le médecin va avoir terminé avec le client précédent, le patient précédent, bien évidemment, vous recevrez un SMS en disant, ben voilà, d'ici 10 minutes, rendez-vous dans telle salle d'attente. Et cette application, évidemment, pour avoir un GPS intégré, pour vous permettre d'aider, pour vous suivre dans le dédale des routes qu'il y a dans un hôpital. Et alors, on a été un pas plus loin en disant, mais cette application pourrait vraiment devenir le reflet de ce que je disais tout à l'heure, que l'hôpital est une ville dans la ville, sur le principe de l'application Wallonie en poche qui permet évidemment de savoir ce qui se passe dans un quartier ou une commune. Bon, ben, on verrait ce qui s'y passe au quotidien dans un hôpital. Demain, vous pourrez commander vos repas si vous êtes hospitalisé, puisqu'il y aura une carte avec plus de 12 à 20 repas disponibles. C'est un beau travail de la cuisine qui est en train d'être fait. Ben, vous pourrez commander en ligne vos plats. Demain, vous pourrez évidemment avoir accès au parking. Demain, vous pourrez, par exemple aussi, avoir votre dossier médical. Alors là, on touche de nouveau à un problème qui est très, très important, c'est la confidentialité des données. Donc tout ça, il faut bien doser tout ça. C'est ça prend beaucoup de temps. Mais à terme, c'est ça, c'est à la fois avoir du quotidien, c'est-à-dire le patient qui vient et qui veut des services, comme manger, comme se parquer, comme peut-être avoir de la musique, comme avoir des chaînes de télévision différentes de celles qu'il y a, mais aussi le côté médical, avoir ses propres données. Mais il y a aussi, la crise a permis de développer énormément le télésuivi, la télémédecine. Et donc demain, pourquoi est-ce qu'on s'arrêterait? Parce qu'il n'y a plus de crise. Et donc on pourrait très bien imaginer que les gens puissent très bien faire leurs exercices de cardio chez eux, non pas besoin d'être à l'hôpital, avec une application qui renverrait directement les données vers le médecin. Donc MyCHR, c'est un énorme projet qui est très conceptuel, je veux dire, mais on va aller au coup par coup et on va commencer par des quick wins, comme on le fait toujours dans les photos, pour montrer que c'est possible, qu'il y a un intérêt. Dernier slide, donc l'hôpital urbain qui se veut durable ou en tout cas soutenable. C'est quoi la différence? On est tous d'accord que on est pro-développement durable, on est tous d'accord que cette planète doit vivre, on doit faire énormément d'efforts et on est prêt à faire beaucoup de choses. La réalité, malheureusement, économique, sociale, fait que tout n'est pas toujours possible. Donc, en tout cas, il faut tendre vers la perfection de la durabilité, même si parfois on ne s'en rapproche pas. Alors, évidemment, cette crise de nouveau a amené, je prends l'exemple des déchets,
un nombre invraisemblable de déchets. On le sait. Alors, je vais juste vous une petite anecdote, bien comprendre. Là, on est sur le soutenable. Pour aider nos équipes et pour leur montrer qu'on était là, on a décidé il y a quelques semaines d'offrir, il n'y a pas eu la foire de Liège, que les Liégeois connaissent bien, donc on avait décidé d'offrir 2 laquements au personnel, à chacun. Mais d'habitude, on aurait livré ça sur des grands plateaux que les travailleurs se seraient évidemment partagés durant les pauses et par équipe. Covid oblige, on a été obligé de faire des emballages évidemment individuels. Ça nous a été, entre guillemets, gentiment reproché, et à juste titre, en disant, mais ça fait beaucoup de déchets. Et là, on est dans une contradiction terrible, c'est-à-dire, on se veut durable, on se veut soutenable, on se veut environnemental, mais de l'autre côté, on est aujourd'hui obligé de faire autant de déchets si on veut survivre à cette crise. Il y a des choses qu'on doit faire, et donc parfois il y a 2 réalités qui se télescopent, et ça c'est toujours très très compliqué. Maintenant sur la durabilité, on a évidemment on fabrique entre guillemets notre énergie. Hein, on a des panneaux. Pour ceux qui connaissent bien la citadelle, on a une énorme cheminée. L'idée d'utiliser cette cheminée sur 2 axes. C'est de côté peut-être artistique, travailler les artistes liégeois pour l'embellir un peu, parce que c'est pas très beau, cette grande cheminée grise. Mais de l'autre côté, mettre aussi, il y a une société qui développe du côté de Verviers des panneaux photovoltaïques verticales pour mettre sous. Voilà, donc c'est pas la même chose. L'idée, c'est peut-être d'habiller vraiment cette cheminée pour faire aussi de l'énergie. On a tout un projet de développement jusqu'en 2025 et de rénovation d'hôpital. Mais évidemment, on va énormément travailler sur la consommation, que ce soit dans les blocs-op, que ce soit dans les chambres, et tout ça, on va beaucoup y travailler. Et alors, sur la mobilité, évidemment, on essaye d'aller au maximum sur la mobilité verte. Par exemple, à Sainte-Rosalie, il y a un parking qui n'est plus possible. Eh bien, le personnel, le deal qui a été proposé au personnel, c'est un abonnement au parking des Guillemins qui se situe à 900 mètres. 900 mètres, mais ça monte évidemment pour la Sainte-Rosalie. Et bien du coup, un abonnement et un vélo pliable qui leur permettra évidemment donc de se garer au Guillemins puis de monter à Sainte-Rosalie. Donc, et il faut savoir qu'on a près d'une petite centaine de cyclistes, c'est-à-dire de gens qui viennent quotidiennement à la citadelle ou dans les 2 autres sites à vélo. Donc tout ça est important, tout ça fait que on est vraiment un hôpital urbain, un hôpital de ville. On a des connexions régulières avec que ce soit les pouvoirs locaux, que ce soit, je vous l'ai dit, les commerçants, voire l'écosystème économique, que ce soit les startups, tout ça c'est important. Et l'idée d'aller un pas plus loin, c'est vraiment que ces partenariats deviennent naturels. C'est pas le cas. On vient à l'hôpital pour se faire soigner, point barre. L'idée, c'est d'aller plus loin. C'est vraiment de devenir un quartier en tant que tel où on viendra demain peut-être voir une exposition, parce que ça peut aider, parce que on ira demain effectivement au restaurant qui a été rénové. On viendra demain suivre des conférences sur les objets connectés, puisqu'on a tout un projet d'objets connectés. Mais pourquoi pas faire des conférences grand public sur ça, parce que on se rend compte, et donc ce matin par exemple, on a fait la matinale de Vivacité Liège, donc de 6 à 8, et donc se sont succédés une série de personnes qui n'ont pas l'habitude d'être sous le feu des médias. Donc ce sont les gens qui nettoient, ce sont les logisticiens, ce sont les gens de l'accueil. Eh bien, on se rend compte à quel point les gens, le public ne sait pas tous ces métiers de l'ombre, et donc c'est important d'ouvrir nos portes, et c'est aussi important que la ville demain, que nous soyons dans la ville, mais que la ville soit aussi dans l'hôpital. Je vous remercie. Merci Antoine pour tous ces exemples et très belles explications. On va terminer en fait cette présentation en vous décrivant un petit peu une recherche qui est actuellement menée au WELL et donc en lien évidemment avec l'hôpital et la Smart City. Donc le WELL, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est un Living Lab donc sur le territoire wallon qui est dédié à la santé. Et donc notre métier, c'est vraiment de favoriser l'émergence de projets d'innovation et de les accompagner donc toujours dans le domaine de la santé avec une approche qu'on appelle une approche d'innovation ouverte. On va en fait impliquer ce qu'on appelle les utilisateurs, et donc c'est les patients et les professionnels de santé dans notre cas, et de manière, on va dire, plus générale, tout acteur, toute organisation qui fait sens pour le projet, et donc les impliquer vraiment dans le développement des solutions innovantes. Et donc généralement on intervient de l'idée, voilà, de l'idée ou des besoins identifiés chez les patients et les professionnels jusqu'au prototype, voire jusqu'au produit fini.
Alors, dans le cadre de nos activités, on travaille sur certains projets de recherche. Et par rapport à cette thématique Smart City et hôpital, on souhaite en fait adresser en collaboration avec la Citadelle la question suivante, c'est finalement comment proposer des services inclusifs qui répondent aux besoins des patients et améliorent leur expérience. L'idée, c'est ce que j'ai expliqué un petit peu au début, c'est de s'assurer finalement qu'un hôpital qui va proposer finalement de nouveaux services et en particulier des services digitaux, donc qui sont finalement des innovations, plutôt des changements pratiques pour les professionnels et les patients. Mais comment s'assurer que ces services vont pouvoir bénéficier au plus grand nombre. Et cette recherche est en fait menée dans le cadre du projet FEDER, Wallis Cities, qui est un projet qui rassemble une vingtaine de partenaires sur le territoire wallon et où le WEL, donc en collaboration avec l'Université de Liège et en particulier Catherine Elsen, l'unité de recherche de Catherine, on adresse en fait la question de dans le futur de la Smart City, la place de la participation citoyenne et également le bien-être citoyen au sens large dans la Smart City. Alors, on souhaite donc adresser cette question de services inclusifs et pour ça, on est en cours de développement d'une méthodologie que mon collègue Julio va vous présenter juste maintenant. Je te laisse la parole, Julio. Bonjour à tous. Je vais être bref, comme ça on va avoir un petit moment d'échange après tous ensemble et vous présenter la méthodologie qu'on va proposer au CHR de la Citadelle. Je parle au futur parce qu'on souhaitait le faire ici durant le deuxième semestre, mais les événements ont fait qu'on a dû reporter nos ambitions et l'imlémentation de cette recherche. Et donc celle-ci se base sur l'étude d'impact santé, qui est une étude prospective qui va permettre de travailler à des projets favorisant la santé et le bien-être des citoyens et qui possède également 4 caractéristiques qui sont celles d'anticiper les effets d'un projet sur la santé et la qualité de vie de la population, de dépasser l'angle sanitaire, prendre en considération tous les déterminants de la santé, vraiment dépasser le côté médical, donc de réduire les inégalités en santé, d'impliquer les habitants et de sensibiliser tous les acteurs concernés. Et donc cette dernière composante, c'est vraiment celle pour laquelle le WEL apporte son expertise en mettant en place des ateliers de participation dans lesquels les participants peuvent apporter leurs expériences et objectifs et volontés. Donc le but ultime, c'est vraiment d'amener les décideurs à mener des projets favorables à la santé. Et donc l'étude d'impact santé va associer les décideurs politiques, les promoteurs de projets, la population et les experts de différentes disciplines, garantissant l'intersectorialité. Ce dernier point est important car les déterminants de la santé sont multiples et donc vont faire appel à multiples acteurs tels que des acteurs au niveau socio-économique, environnemental et également par rapport à des déterminants un peu plus individuels. L'étude d'impact santé en étapes. Donc la préparation, c'est vraiment la réunion de préparation avec le porteur de projet pour la définition du public et des personnes à impliquer au sein du projet. Le diagnostic sera l'étape où on va aller déceler tous les déterminants qui pourront être impactés par le projet, mais également déterminer quelles populations seront exclues des bénéfices du projet. Et donc, c'est sur cette population qu'on va travailler pour réduire les inégalités. Ensuite, lors de l'analyse, on ira étayer tous ces éléments relevés lors du diagnostic avec de l'analyse soit scientifique un peu plus documentaire, soit de l'analyse qui se base plus sur le ressenti des populations concernées. L'atelier solution va permettre d'enrichir le projet en posant différentes questions sur, par exemple, comment repérer les personnes exclues, comment mettre en place un système pour suivre l'implémentation des solutions qu'on aura pu proposer.
Et le dernier point, c'est le suivi. Donc, c'est de mettre en place des indicateurs qui vont permettre de suivre que les solutions proposées sont bien appliquées par le porteur de projet et les impacts qu'auront ces solutions proposées. Étant donné que le but sera toujours de maximiser les effets positifs et de minimiser les effets négatifs, bien entendu. Et donc, l'étude d'impact santé va permettre donc, de questionner l'identification des groupes exclus, d'imaginer des solutions permettant l'inclusion du plus grand nombre et de définir des moyens d'assurer le suivi de ces mesures. Et donc, voilà, c'est vraiment l'étude que nous avons l'ambition d'implémenter auprès du CHR dans le développement de son application MyCHR et pour certaines de ses fonctionnalités. Et donc, nous espérons pouvoir entamer ce travail en janvier et pourquoi pas impliquer des personnes extérieures ou voir des participants de l'atelier ici présents. Et donc, pour plus de questions, voici nos coordonnées. Et si vous avez un intérêt particulier par rapport à cette étude qui va être mise en place, on pourra envisager un système d'invitation et de participation de votre part. Voilà. Je vais réactiver les micros de tout le monde. Et donc, chacun aura le loisir de l'activer individuellement par la suite et de poser des questions via le petit bonhomme qui lève la main. Donc, je fais cette petite manipulation. Hop. Voilà, normalement, vous pouvez réactiver vos micros si vous souhaitez poser une question. Merci. Si vous avez également des commentaires par rapport à ce qui a été dit, ils sont évidemment les bienvenus. Ah, voilà, on a une demande. Oui, Lucie. Bonjour à tous. Bonjour. Vous me voyez? Oui. Bonjour, donc moi je suis PMO ici au CHR de Verviers. Je voulais savoir si au niveau de la ville de Verviers, des démarches similaires avaient été entreprises ou pas encore au niveau du lien entre les Smart Cities et l'hôpital. À ma connaissance, au niveau de l'hôpital, j'ai jamais entendu parler d'initiatives de ce genre. Mais dans notre plan stratégique, on a en effet un grand pan sur le renforcement de notre ancrage territorial et aussi pas mal de choses sur l'expérience patient qu'on n'a pas encore eu l'occasion de vraiment démarrer. Mais donc voilà, je serais intéressée de savoir si des ponts s'il serait possible de jeter des ponts par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup pour la question. Donc, moi qui ne suis qu'OUL, je n'ai pas entendu parler d'une collaboration spécifique ou un projet spécifique sur le sujet. Maintenant, là, je vais peut-être demander aussi à Julio qui travaille en même temps pour le Smart City Institute et qui a peut-être une vue un peu plus globale sur ce type de projet. Ok, merci. Du côté de la ville de Verviers, non, on n'a pas eu de sollicitation non plus. Je ne sais, ils ont un projet Smart City dont j'ai plus le sujet en tête, mais celui-ci ne concerne pas l'hôpital. Mais voilà, nous, on est aussi là pour faire ce pont si jamais il était nécessaire. Étant donné que moi, via mes fonctions de Smart City Institute, je peux avoir des contacts avec la ville de Verviers et j'en ai eu à l'époque. Et donc, si vous avez un intérêt à collaborer avec la ville et que le contact est plus difficile, nous, on peut aussi essayer de faire le pont et pourquoi pas de mettre en place un projet aussi du type CHR Citadelle. Ok, ça va. Moi, je pense pas qu'on ait des difficultés à collaborer avec la ville. C'est juste que je voulais savoir si j'avais loupé une info quelconque par rapport à ça. Ou ça fait jamais que 3 ans que je suis là, donc voilà. Mais oui, pourquoi pas. Moi, je trouve que ce serait très intéressant, notamment dans une ville comme Verviers. Il y a plein de choses à faire par rapport à tout ça. Et vous parliez d'inégalité en santé. Enfin voilà, je pense que il y a plein de projets qui se prêtent très bien à la thématique à creuser. Merci. Peut-être pour compléter, donc l'atelier, on a un atelier juste après de 11 à midi
où on va aller. Donc là, on a eu la possibilité en fait de mettre en place cette étude impact santé et inégalité. Alors sur un projet qui n'est pas lié à un hôpital, c'est avec la ville de Hanu, mais on va beaucoup plus dans le détail de la méthodologie qui a été appliquée. Donc là, on a réalisé 3 ateliers participatifs. Donc si le sujet vous intéresse, ça vaut peut-être la peine de participer. Je pense que de toute façon, c'est également enregistré. Alors, je ne sais pas qui exactement y a accès, mais voilà, ça peut peut-être vous inspirer et voir dans quelle mesure un tel projet peut être mis également en place entre le CHR et la ville de Verviers. Oui. Très bien, je vais voir un peu avec mon agenda si je peux me libérer à 11h et essayer de trouver la manière d'avoir accès à la vidéoconférence. Sinon, on peut se recontacter et vous faire la présentation par la suite. Oui, ça va, super, merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir avec un commentaire ou une question? Allô, bonjour. 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 Bonjour à tous. Donc, je suis Monsieur Shakib Chouchtehara de la ville de Clichy-sous-Bois en France. Et je voulais intervenir avec une petite question pour savoir, en temps de crise sanitaire, au niveau, quand par exemple des communes françaises, il y a eu donc des cellules de crise au niveau des collectivités locales. Et du coup, donc on a essayé de gérer cette crise sanitaire avec les moyens du bord. La question que je me pose, c'est que en Belgique, est-ce que il y a eu une approche tout justement de gestion de crise sanitaire d'une façon un petit peu plus stratégique, donc en lien direct avec les hôpitaux, avec l'utilisation en temps réel un peu de cette big data, de ces statistiques au niveau des hôpitaux pour une meilleure gestion de crise. Donc, et puis, je serais vraiment intéressé éventuellement s'il y a possibilité de participer, je ne sais pas, virtuellement sur votre proposition par rapport au Well Living Lab et le CHU, si je ne me trompe pas, de Liège, c'est ça. CHE, ouais, ça serait vraiment un honneur et un plaisir pour moi, afin d'apporter à la fois des réflexions que je trouve aujourd'hui sont inexistantes en France et qui peuvent aussi, peut-être de notre côté, apporter des éléments positifs par rapport aux hôpitaux, en tout cas, qui se trouvent dans la banlieue française. Et je vous remercie beaucoup. Merci. Moi, je vais répondre sur votre deuxième partie par rapport à la participation aux ateliers. Ce sera avec plaisir et donc n'hésitez pas à nous envoyer vos coordonnées. Moi, je pourrais aussi les avoir via mes collègues qui ont assuré l'organisation de l'événement. Et pour la première partie de la question, je vais laisser Antoine répondre. Et s'il y a jamais d'autres participants qui veulent aussi agir à la question de vous pouvez le faire également. C'est le cas. Donc Antoine, je te propose de démarrer et puis il y aura Madame Trotta de l'ASPI qui a mentionné aussi une démarche. Je lui propose peut-être de détailler un petit peu ce qu'elle a voulu dire dans le chat. Ouais, tout à fait. Oui, moi on a beaucoup de contacts avec nos amis français et donc effectivement c'est des réalités qui sont différentes, mais des choses se rejoignent et donc effectivement collaborer, en tout cas travailler ensemble sur des problématiques, c'est quelque chose de vraiment très sympa. Notamment pendant la crise, de nouveau on va essayer de transformer l'essai, mais on a travaillé avec Chorégraphie qui est une start-up parisienne qui travaille sur le design dans les hôpitaux. Alors, le design, il faut le comprendre dans la règle générale, et c'était finalement comment mettre en œuvre des projets, notamment des salles de repos, il y a une trentaine de projets comme ça qui ont été réfléchis avec du personnel soignant pendant la crise en France, et Kenny aussi on a collaboré, donc je trouve ça vraiment hyper intéressant. Alors effectivement, la problématique de la Belgique, c'est que on n'a pas de pétrole, on a des idées, mais on a aussi 9 ministres de la santé.
Donc, lorsqu'on parle de politique coordonnée, c'est toujours un peu complexe, sachant qu'effectivement, il y a plusieurs niveaux de pouvoir, donc le fédéral, le régional, le communautaire, et effectivement après au niveau des villes et des communes. Donc, pour répondre à votre question brièvement, parce qu'on va évidemment pas refaire tout le débat de cette problématique qui a été posée au niveau fédéral, oui, on a eu, il y a deux projets, donc le deuxième, je laisserai Marie en parler, de manière très micro, sur Liège, la ville a mis en place durant l'été, donc ce n'était pas la première vague, mais durant l'été, on a mis en place des réunions hebdomadaires qui ont lieu le jeudi midi, donc voilà, on en aura une dans 2 heures, qui rassemblent en fait la ville, les 3 hôpitaux, les 3 grands hôpitaux liégeois, des représentants des médecins généralistes mais également des plus petits hôpitaux, mais là je parle vraiment de Liège-Ville, donc ça veut dire plus ou moins ça concerne 200 000 citoyens. Alors ces réunions étaient vraiment important puisqu'effectivement pour coordonner des démarches on a effectivement on a la data. Bon après il y a vraiment le concret et donc et l'échange d'informations. On pêche toujours par ça. C'est bien d'avoir de la donnée mais si on n'échange pas c'est compliqué. Donc depuis l'été on a des réunions qui sont hebdomadaires, qui sont continues donc on les a toujours, qui permettent effectivement de travailler de concert avec les autorités politique mais aussi entre hôpitaux avec on va dire des hôpitaux publics, des hôpitaux privés. Donc ça a permis cette petite cellule, on doit être une dizaine à se voir tous les jeudis, est fondamentalement importante pour vraiment sur de la réalité de terrain coordonnée. Après il y a tout le reste, mais malheureusement on n'apprend pas toujours de ces erreurs et donc comme en France. J'ai quand même pas mal suivi la situation chez vous. On a beaucoup ramé au début sur les masques, sur la manière de gérer, parce qu'on ne savait pas. Mais bon, voilà, on a reçu des masques, à mon avis, comme vous, un peu tardivement au niveau des autorités du pays. Et nous, au niveau local, on se dit, on est reparti dans le même, alors ça je ne sais pas par rapport à vous, mais on est reparti un peu dans le même principe sur la vaccination. Ça veut dire, nous, on va devoir vacciner 10 millions de personnes, vous c'est 60. Comment on va gérer ça? Comment on va gérer? Nous sommes le 10 décembre. On nous annonce des vaccins pour 5 janvier, en ce qui est en Belgique. Comment on va commencer à vacciner le 5 janvier en termes logistiques? Ça, le monde politique difficile de se l'approprier, je veux dire, le momentum n'est pas le même, le temps politique n'est pas le temps du terrain. Et donc là-dessus aussi, on travaille sur cette mini task force en disant, bon ben nous, il faut qu'on avance. Comment est-ce qu'on va préparer ça? On a avancé une série de scénarios. Est-ce que ce sont les hôpitaux? Est-ce que ce sont les médecins généralistes? Est-ce qu'on va créer des centres dédiés à la vaccination, au risque évidemment de remettre des gens ensemble et de les recontaminer? Est-ce qu'on va faire via des drives? Est-ce que ce sera via nous on a une cinquantaine de labos qui sont excentrés, est-ce que ce sera via ça? Donc tout ça on y réfléchit et cette petite cellule qui finalement n'a aucune valeur officielle et légale permet de beaucoup avancer pragmatiquement sur ce type de débat. Voilà, donc c'est clair que de nouveau, on a été, je veux dire, borderline, puisqu'il n'y a pas de valeur officielle à ça, mais par contre, quelle efficacité quand on doit Voilà. Maintenant, cette crise, je le dis, personne ne l'a connue, même dans les soignants, tout le monde dit on n'a jamais connu ça, et donc on doit se réinventer, comme on dit aux restaurateurs, et donc l'hôpital doit se réinventer tous les jours, la ville doit se réinventer tous les jours, et donc effectivement, c'est hyper important qu'on puisse collaborer, et en tout cas, nous, on l'a bien vécu ici à Liège, sous vraiment l'égide de la ville, qui a pris l'initiative de rassembler autour d'une même table médecins et hôpitaux. Alors, il y a un deuxième groupe qui se fait aussi de manière plus macro, c'est-à-dire au niveau de la province, au niveau du gouverneur. Et donc, Marie Trottac, qui est aussi une brillante data scientist, qui nous aide aussi sur le terrain, va en parler mieux que moi. Ok, je ne pensais pas intervenir, j'étais là par curiosité, mais bon. Merci beaucoup. Je vais quand même juste expliquer un petit peu
la démarche justement par rapport à cette action coordonnée au niveau au niveau des services du gouverneur. Donc, il faut savoir qu'il y a un monitoring global qui est réalisé par Cienzano, donc à l'échelle fédérale, sur la situation épidémiologique. Et il y a un certain nombre de mesures qui doivent être prises par les différentes provinces en Belgique. Donc, c'est l'échelon, je veux dire. Donc, on a d'abord la Belgique et puis on a les régions, la région wallonne, la région flamande et la région de Bruxelles-Capitale. Et puis, on a les provinces, l'échelon en dessous. Et le gouverneur ont la capacité de prendre certaines mesures. Et donc, je veux dire, en fait, comment se sont déroulés les faits tout début novembre, en fait, en pleine seconde vague, il y a eu un besoin au niveau des services du gouverneur et au niveau surtout une demande au niveau des différents hôpitaux et des différents réseaux d'hôpitaux de pouvoir anticiper en fait le nombre de patients qu'ils allaient devoir accueillir. Et pourquoi faire cette anticipation? Eh bien, pour pouvoir activer le phénomène de transfert hospitalier, c'est-à-dire de se dire à un moment donné, on risque d'arriver à une saturation de certains services et donc on va devoir activer les transferts vers d'autres provinces. En fait, il s'est passé un événement qui a été que Liège a été la première province qui a été touchée par la seconde vague avec cette ampleur et qu'on a craint à un moment donné d'être la nouvelle Lombardie de cette seconde vague. Et dans ce cadre-là, l'ASPI est intervenue en fait pour compléter le monitoring du territoire et de la situation épidémiologique qui était fournie par Cienzano. L'idée était de pouvoir avoir une modélisation plus précise permettant d'anticiper la situation sur la province de Liège et pas simplement un modèle global qui était appliqué à l'ensemble, je veux dire, de la Belgique. Et donc, l'ASPI a travaillé en partenariat avec l'Université de Liège et avec le professeur Nicolas Van de Waal, qui est physicien au départ, qui avait appliqué un modèle CER de projection moyen terme sur la situation épidémiologique et a mis un outil de monitoring, un outil de business information en fait, à destination des différentes directions médicales des hôpitaux liégeois pour leur permettre en fait de suivre au jour le jour la situation épidémiologique. Et par rapport à ça, il y a eu aussi un accompagnement sur le fait d'être au plus près de leurs besoins, c'est-à-dire qu'ils ont pu lister toute une série d'informations qu'ils avaient besoin, donc l'information sur les transferts qui avaient été effectués notamment, de l'information globale pour pouvoir au mieux prédire l'évolution. Et l'ASPI a mis à disposition ce petit monitoring qui est partagé en fait par qui est partagé au niveau des différentes directions médicales et qui permet du coup d'avoir un outil commun pour justement lorsqu'il y a des réunions entre directions médicales pouvoir un peu mieux discuter en fait de la situation sur Liège et anticiper aussi l'évolution de la situation. Donc voilà, ça c'était une autre démarche au niveau du gouverneur qui a été mise en place. Et pourquoi est-ce que l'ASPI a participé à ça? Parce que l'ASPI s'inscrit dans une démarche plus large de mise en place, de mise à disposition en fait d'outils de monitoring du territoire, notamment au travers de différents projets, notamment un projet Smart Région qui s'appelle le projet Mindit et qui a pour objectif de fournir des tableaux de bord de monitoring au niveau des élus communaux, alors plutôt sur d'autres dimensions, la dimension démographie, la dimension immobilier, etc. Et donc, on s'est engagé sur cette valorisation des données, c'est pour ça qu'on est intervenu ici. On s'est un peu adapté à la situation aussi de la pandémie, on a créé un outil qui permettait en fait de compléter. Voilà, je suis longue, désolée, voilà, je m'arrête de parler. Non, c'est très bien, ça complétait bien les informations données par Antoine. Il est 10h38, donc je vous propose malheureusement de stopper en fait le workshop. Je vous remercie pour votre participation. N'hésitez pas vraiment si vous avez encore des questions ou des commentaires à nous les faire parvenir par email et on se fera bien sûr un plaisir de donner suite à vos sollicitations.